Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais ça poursuivre sur la lancée de la vidéo précédente, c'est-à-dire continuer à défendre le réalisme moral, cette fois-ci en montrant que la différence entre jugement de fait et jugement de valeur n'est pas aussi nette que certains veulent le croire et peut-être pas aussi nette que le prétendent Sokal et Bricmont. D'une certaine manière, les jugements de valeur, ce sont aussi des jugements de fait. Attention ici, tous les jugements de fait ne sont pas des jugements de valeur, mais les jugements de valeur sont des jugements de fait. Dans mon argumentation, je vais m'inspirer directement du philosophe Sam Harris, dont je recommande fortement l'excellent ouvrage The Moral Landscape. Alors, si j'énonce le jugement suivant, la cigarette est mauvaise pour la santé, et je demande aux gens si c'est un jugement de valeur ou de fait. Pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, la majorité des gens vont dire que c'est un jugement de fait. Ils n'ont pas tort. Ce n'est pas faux, mais c'est aussi clairement un jugement de valeur. On ne peut pas être plus clairement en train d'évaluer une chose que quand on dit qu'elle est mauvaise. Il faut enrayer une conception aussi populaire qu'erronée qui distingue le jugement de fait du jugement de valeur selon le critère suivant. Si on peut tous s'entendre pour dire que c'est vrai, alors c'est un jugement de fait. Et s'il y a plusieurs opinions, alors c'est un jugement de valeur. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on peut distinguer ces deux types de jugements. Il y a des jugements de valeur qui font presque l'unanimité et il y a des jugements de fait qui sont controversés. Comment peut-on les distinguer alors? Eh bien, le jugement de fait se caractérise par le fait d'être descriptif. Il va rapporter un état des choses ou expliquer un phénomène. Le jugement de valeur, par contre, bien, le mot le dit, ça consiste à évaluer quelqu'un ou quelque chose. Dire si quelque chose est bon ou mauvais. Et là, je vais dire tout de suite que je suis de ceux selon qui il n'existe pas de choses qui soient bonnes ou mauvaises tout court. Ce qui est bon l'est forcément pour une certaine finalité. Et ce qui est mauvais l'est forcément par rapport à une certaine finalité aussi. Cette position-là, je l'ai exposée une fois à un confrère philosophe qui est plutôt kantien, alors que moi, je suis plutôt conséquentialiste. Pour les novices, si vous voulez quelques précisions sur la différence entre l'éthique de Kant et le conséquentialisme, je vous invite à cliquer sur le lien pour une autre capsule juste en dessous de celle-ci. Mais donc, mon confrère plutôt kantien m'a offert en objection l'exemple de la haine. Est-ce que la haine n'est pas mauvaise tout court? En un sens, oui. Je ne peux trouver aucune finalité en vue de laquelle la haine serait bonne. Il n'en demeure pas moins que si la haine n'est que mauvaise, c'est justement parce que peu importe les finalités qu'on peut avoir, elle n'est jamais bonne. Donc, ce qui est bon ou mauvais, c'est toujours en fonction de finalité. Alors, pour reprendre l'exemple de la cigarette.
même si on est clairement en train d'évaluer la cigarette en disant qu'elle est mauvaise pour la santé, ça reste factuel. Connaissant la finalité de rester en santé, sachant à peu près ce qu'on veut dire par un être humain en santé, et connaissant les effets de la cigarette sur l'être humain, on peut conclure que la cigarette est mauvaise pour la santé. De façon plus générale, pour déterminer si un jugement de valeur est vrai ou faux, on doit prendre connaissance de la finalité poursuivie et vérifier si une chose, une façon d'agir, nous aide à atteindre la finalité ou si au contraire elle nous en éloigne. Et ça, on le détermine en fonction de la réalité, de manière empirique, de manière rationnelle, mais certainement pas de manière subjective. Si on prenait un autre exemple, imaginons qu'une compagnie pharmaceutique conçoive un comprimé que les femmes enceintes peuvent prendre pour atténuer les effets désagréables de la grossesse, les douleurs au sein, les nausées, les changements d'humeur ou autres. Alors, ce comprimé ayant été conçu, des médecins pourraient dire à leurs patientes qui sont enceintes, il faut que vous preniez ces comprimés. Ils sont bons pour vous. Alors, ce jugement normatif, cette évaluation repose sur une série de faits empiriques en ce qui concerne les effets des comprimés et non sur une opinion subjective du médecin ou de qui que ce soit d'autre. Ah, je sais ce que certains petits futés pourraient m'objecter ici. Et si les comprimés étaient mauvais pour le développement du bébé sans qu'on le sache? Est-ce qu'alors ce ne serait pas une opinion subjective de dire que c'est bon de prendre les comprimés? Est-ce que le jugement normatif qui consiste à dire que les femmes enceintes doivent prendre ces comprimés ne devient pas une opinion subjective dans un tel cas? Non. Dans ce cas-là, dire que les comprimés sont bons pour les femmes enceintes et qu'elles doivent les prendre, ce ne serait pas une opinion subjective, ce serait une erreur. Et ce serait objectivement une erreur. Ce que j'essaie de montrer, c'est que les jugements de valeur sont liés à des jugements de fait. Pour être justes, les jugements de valeur doivent être tirés en conclusion à partir d'un ensemble complet de prémices factuelles vraies. Quand on fait une erreur sur le plan normatif, c'est en raison d'une erreur sur le plan descriptif. Quand on veut justifier des règles morales très générales, comme on ne doit pas mentir, on ne doit pas voler, on argumente en montrant que ces façons d'agir-là ont des implications ou des conséquences qui vont à l'encontre des finalités humaines. Et bon, on peut aussi inclure d'autres espèces dans nos considérations, les finalités d'autres espèces que la nôtre. Entre autres, la majorité des gens considèrent qu'on a certains devoirs envers les autres animaux, au moins de ne pas les maltraiter inutilement. Mais de toute façon, on argumente toujours en revenant à des finalités. Et la même chose est vraie quand on se pose des questions éthiques plus précises, davantage liées à notre contexte en particulier. Vous pouvez penser aux questions éthiques et politiques que vous voulez. Mais par exemple, quand on se demande si on doit diminuer la production et la consommation de viande,
si on doit autoriser la vente de services de mère porteuse, si on doit interdire aux fonctionnaires d'afficher leur religion au travail, si on doit élargir l'accès à l'aide médicale à mourir, pensez à toutes les questions éthiques et politiques que vous voudrez. Dans tous les cas, on a besoin de comprendre les implications factuelles de nos façons d'agir et de prendre connaissance des finalités qu'on poursuit pour établir des normes. Avant de conclure, je trouve important de spécifier ceci. Je suis conséquentialiste, je l'ai déjà dit, et ça ressort de mon argumentation pour ceux qui connaissent un peu le conséquentialisme par opposition au déontologisme. Ceci dit, même en adoptant une conception kantienne, déontologique de la morale, il n'en demeure pas moins que la justification des règles repose sur des finalités, particulièrement les finalités humaines. Reprenons le principe d'universalisation chez Kant. Je vous rappelle encore que pour une explication, vous pouvez cliquer sur le lien pour une autre capsule en dessous de celle-ci. Alors, Kant soulève des contradictions dans le fait de vouloir poser des actions qu'on ne peut pas vouloir que tout le monde pose, comme le vol et le mensonge, entre autres. Mais il s'agit, de toute façon, de contradictions entre l'action immorale et une finalité humaine. Le vol, par exemple, entre en contradiction avec la finalité humaine d'avoir un système de propriété. Le voleur veut enfreindre le système de propriété, mais il veut par ailleurs que le système de propriété reste. Sinon, ça lui deviendrait impossible de voler quoi que ce soit. Alors, le système de propriété, c'est une finalité humaine, et d'ailleurs, s'il est nécessaire, c'est précisément parce qu'on en a besoin pour un grand nombre d'autres finalités humaines. Alors, dans cette capsule-ci, je voulais montrer que la différence entre jugement de fait et jugement de valeur n'est pas nette, et qu'en un sens, les jugements de valeur sont aussi des jugements de fait. Le philosophe Sam Harris défend la thèse que la science est l'approche qui permet de répondre aux questions morales. Autrement dit, selon lui, le domaine éthique et politique n'est pas un domaine distinct du domaine épistémique. Il est plutôt une partie du domaine épistémique. Harris n'a certainement pas tort. Cependant, dans une prochaine capsule, je vais montrer que la distinction doit être conservée à certains égards. Je vais revenir au texte de Sokal et Bricmont, dont je me suis éloignée dans les 2 dernières capsules. Je vais leur donner raison sur un point fondamental. La notion de liberté s'applique dans le domaine éthique et politique. Je l'ai mentionné dans la capsule précédente. Par contre, dans le domaine épistémique, la liberté n'a aucune place. À la prochaine!